Aujourd'hui, la politique de la recherche scientifique dans notre pays fait intervenir un grand nombre d'acteurs à tous les niveaux, local, régional, national, international, un certain nombre d'institutions aussi, beaucoup de relations qui s'établissent entre elles, et on est finalement en droit de s'interroger comment en est-on arrivé là, comment en est-on arrivé à une situation finalement aussi complexe, aussi protéiforme, parfois même pour les néophytes qui regardent tout cela d'extérieur, aussi difficile à saisir, et d'ailleurs pas forcément que pour les personnes qui regardent cela de l'extérieur, parfois pour ceux même qui sont embarqués dans toutes ces affaires et qui eux-mêmes n'y retrouvent pas toujours leur bille. Donc on est en droit de s'interroger sur en effet la manière dont cette politique de recherche dans notre pays s'est construite, sur la mise en place des différents partenaires, des établissements, des grandes institutions qui y concourent aujourd'hui encore, et elles sont très nombreuses. Et pour cela, forcément, le regard de l'histoire est assez intéressant. Alors, parler de politique de recherche scientifique, ça oblige déjà à s'interroger sur les bornes chronologiques. On peut remonter assez loin dans notre pays, finalement, en se disant, est-ce que la mise en place des premières académies, par exemple l'Académie des sciences par Colbert, ou des grands observatoires, est-ce que c'est pas déjà une certaine forme de politique scientifique dans notre pays, puisqu'il y a un lien très clair qui s'établit entre l'État et les savants, à d'autres périodes aussi, par la suite, après la création de ces académies, au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, sous la Révolution française, évidemment. Donc ça nous conduirait peut-être un petit peu loin, et sans doute que le terme même de politique scientifique, pour ces périodes-là, serait un petit peu anachronique, parce qu'il n'est pas pensé tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le temps fort de création, en fait, d'une politique de la recherche scientifique dans notre pays, on peut le placer dans le courant des années 30, ou en tout cas dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là vraiment que se met en place une véritable ambition nationale pour le développement de la recherche dans notre pays. Mais de la même manière qu'il y a des institutions assez anciennes qui existent déjà à ce moment-là, cette politique de la recherche, elle tombe pas du ciel, c'est pas une création ex nihilo, il y a quand même un certain nombre d'antécédents, de création, de réflexion, de débat qui occupe une grande partie de la période qu'on dit contemporaine, 19e, 20e siècle. Et s'il y a un moment peut-être fondateur où on peut faire débuter cette réflexion, la genèse avant même la mise en place de cette politique scientifique, c'est peut-être 1870. 1870, donc c'est pour notre pays une défaite très importante, c'est la chute du Second Empire, suite à la défaite contre les armées prussiennes. Quelques années avant cette défaite, déjà un certain nombre de savants, dont Louis Pasteur, Claude Bernard, Ernest Renan, dans un autre domaine, avaient interpellé les pouvoirs publics, avaient interpellé Napoléon III et son gouvernement sur la nécessité d'apporter une stimulation plus forte à la recherche dans notre pays, aider davantage les savants, leur permettre de développer plus sur leur laboratoire qui étaient souvent dans des états assez calamiteux. Quand on lit par exemple Claude Bernard parle de son laboratoire au Collège de France comme un tombeau pour les savants, tellement il était mal éclairé, mal aéré, très humide. D'ailleurs, lui-même a failli y laisser la vie en attrapant une très grave fluxion de poitrine. Donc il y a une petite mobilisation qui commence à se mettre en place à ce moment-là pour attirer l'attention de l'État français sur la nécessité d'apporter son aide aux savants, mais qui n'a pas le temps de se mettre en place réellement, puisque elle commence à émerger à la fin des années 1860, et donc elle se fracasse contre la défaite de 1870. Et dans la foulée, cette défaite, on la conçoit avant toute chose comme une défaite de la science française face à une science allemande qui aurait été mieux équipée, mieux dotée, mieux outillée, et un début de mobilisation qui va aller croissant au fur et à mesure des années, va se mettre en place à ce moment-là, avec les mêmes personnes, en partie, que ce soit Pasteur, mais que ce soit aussi Sainte-Claire-de-Ville, l'Académie des sciences, que ce soit un certain nombre aussi de personnalités qui se trouvent à mi-chemin entre le scientifique et le politique. Je pense par exemple à Paul Bert. Et donc cette mobilisation avance, progresse, tout d'abord autour de personnalités individuelles, puis en se structurant autour de sociétés, de réflexions,
réflexion autour d'associations qui se regroupent, l'Association française pour l'avancement des sciences, par exemple, qui est créée en 1872, et qui va peu à peu conduire les gouvernements de la Troisième République à agir dans ce sens, à agir en faveur des universités, mais aussi des grands établissements qui, dans notre pays, mènent la recherche scientifique. Alors, il y a un certain nombre d'étapes. Alors, c'est une croisade sur le long terme, mais il y a aussi des étapes, des avancées plus ou moins rapides, que ce soit à la fin des années 1870, avec justement la création de l'association de réflexion autour de l'enseignement supérieur, que ce soit dans les années 1890 aussi, où on recrée dans notre pays les universités, parce que elles sont pas considérées comme des acteurs majeurs de la recherche scientifique, contrairement aux grands établissements ou à des grandes écoles. Il y a aussi des initiatives qui relèvent d'un ordre un peu différent, d'un ordre un peu à cheval entre le public et le privé. C'est le cas de la création de l'Institut Pasteur en 1888, ou plus tard de l'Institut du Radium en 1909. Donc il y a un mouvement qui se met en place, un élan qui subit aussi des moments d'essoufflement, des moments d'accalmie, où finalement le débat semble tourner en rond. Mais disons que la vraie genèse de cette mise en place de la politique de la recherche, une politique de la recherche nationale dans notre pays, relève à peu près de cette période. Donc le débat progresse aussi, il est né dans la guerre, il progresse aussi au moment de certains conflits, et notamment au moment de la Première Guerre mondiale, puisque la France, qui avait, semble-t-il, péché par défaut d'organisation de sa science avant 1870, se retrouve à nouveau un peu dépourvue en 1914, en août 1914, et se voit contrainte de mobiliser un petit peu dans l'urgence tout ce qu'elle compte de chercheurs, on n'utilisait pas encore le terme de chercheurs à ce moment-là, de savants, de scientifiques dans notre pays, pour les mobiliser dans les laboratoires et pour travailler en vue de la victoire du pays dans le premier conflit mondial. Alors elle peut s'appuyer donc sur ces institutions parfois séculaires qui existent, elle peut s'appuyer aussi sur les créations plus récentes. Alors on pense très souvent aux créations parisiennes, celles que j'ai citées. L'Institut Pasteur n'était pas forcément mobilisé dans la guerre, mais il avait quand même un rôle à jouer dans le soin et puis dans les progrès de la médecine. L'Institut du Radium était un petit peu plus lié, et notamment autour de Marie Curie, à cet effort de guerre et à cet effort de soin des troupes. Mais il y a aussi un certain nombre de créations en province qui ont eu lieu, des instituts scientifiques et techniques, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Lille, à Nancy. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir qu'une vision parisienne et centralisée, comme on peut souvent l'avoir dans notre pays, mais avoir vraiment la perspective plus large sur l'ensemble du territoire. Donc cette Première Guerre mondiale marque une nouvelle étape dans la mobilisation des savants, dans la construction, dans la genèse d'une réflexion au niveau national autour de l'organisation de la recherche dans notre pays. Mais une fois encore, au moment de l'armistice, peu après l'armistice, il semble que le soufflet retombe. Il retombe parce que le ministère de la Guerre et le ministère de l'Instruction publique, qui avaient beaucoup contribué à la mobilisation, au soutien de nos laboratoires pendant le conflit, dans cette France qui sort un petit peu exsangue du conflit, retirent en grande partie leur bille de nos laboratoires et contribuent. Enfin, il y a une création qui peut être marquante d'institutions de recherche, mais qui pas vraiment de la recherche scientifique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, au lendemain du premier conflit mondial. C'est un Office national des recherches scientifiques, industrielles et des inventions, donc d'abord une direction qui devient un office en 1921, mais qui s'apparente davantage, beaucoup plus que de la recherche scientifique, à une sorte de concours Lépine permanent où les inventeurs de notre pays peuvent venir développer les créations et tout ce qu'ils peuvent imaginer de plus visionnaire ou de plus farfelu. Donc c'est cet établissement qui est pérennisé au lendemain du conflit, mais il est loin de satisfaire aux attentes et aux exigences de la recherche scientifique dans notre pays, au point que dès
le lendemain donc du premier conflit mondial, une nouvelle mobilisation se met en place autour d'un certain nombre de savants. Un petit peu la situation se reproduit comme au lendemain de 1870, autour d'un certain nombre de savants, donc après cette Première Guerre mondiale, qui appellent autour d'eux aussi des personnalités un petit peu plus inattendues. Maurice Barrès, notamment, notre grand écrivain nationaliste, prête sa plume à cette croisade des savants et publie un plaidoyer pour la haute intelligence française dans laquelle il regrette la misère de nos laboratoires français. Il dit la misère, c'est quelque chose de prodigieux, c'est une misère indigne de la France, indigne de la science, et autour de cette mobilisation que mettent en place Barrès et d'autres, vont s'organiser un certain nombre de dons, de journées pour soutenir les laboratoires français, pour leur apporter de nouveaux moyens, de nouveaux matériels. Il y a des journées nationales qui sont faites où on sent une vraie mobilisation qui traverse même l'ensemble du pays. On voit des dons affluer, des dons très modestes, des dons beaucoup plus larges. Le baron Edmond de Rothschild est un de ceux qui offre le plus d'argent à la recherche scientifique, mais on a des personnalités comme le boxeur Criqui qui donne le prix de 100 000 francs qu'il a obtenu après avoir remporté le championnat du monde de boxe en 1921. Il l'offre au laboratoire français pour leur permettre de ne pas vivre dans cette misère tant décriée. Alors pourquoi avoir parlé du baron Edmond de Rothschild en particulier? Déjà en raison de la somme tout à fait considérable qu'il offre à nos laboratoires français, mais aussi en raison de la pérennité de son action, puisque Edmond de Rothschild met en place une fondation destinée à soutenir la recherche scientifique, très bien dotée, et dans cette fondation, on va commencer à réfléchir à la création d'un nouveau laboratoire, un nouvel institut visionnaire, très ouvert, très révolutionnaire dans cette France de l'époque, qui a déjà un certain nombre d'institutions, mais ce nouvel institut est destiné un petit peu à révolutionner la pratique elle-même de la recherche. Et pour y parvenir, Edmond de Rothschild se rapproche, et est même sensible aux arguments que défend un chercheur de renom dont on a beaucoup parlé par la suite à cette époque-là. C'est Jean Perrin. Le physicien Jean Perrin vient d'obtenir en 1926 le prix Nobel pour ses travaux sur la structure de la matière, et avec l'aide d'Edmond de Rothschild, avec l'aide aussi d'un certain nombre de collègues autour de lui, mais avec l'aide financière très concrète de Rothschild, il peut en 1927 obtenir la création à Paris d'un nouvel institut qui s'appelle l'Institut de biologie physico-chimique, qui se trouve, à l'époque, c'était la rue Pierre-Curie, sur la montagne Sainte-Geneviève. Aujourd'hui, on connaît mieux cette rue comme la rue Pierre et Marie Curie, puisque le nom de Marie a été accolé par la suite, après sa disparition, à celui de Pierre. Et c'est un institut qui existe aujourd'hui encore, au même endroit, montagne Sainte-Geneviève à Paris. Alors pourquoi s'attarder autant sur cet institut si particulier, l'IBPC? Parce que c'est là que vont être conçus, vont avancer un certain nombre de réflexions qui vont contribuer à révolutionner peu à peu tout le paysage national de la recherche scientifique dans notre pays. Alors l'IBPC, il a plusieurs caractéristiques. D'un point de vue scientifique, il est là pour faire avancer la recherche la plus en pointe dans des domaines aussi divers que la chimie physique, des nouveaux domaines qui ne sont pas encore vraiment aussi entrés dans le périmètre de la recherche française, comme la génétique notamment. Donc vraiment toutes les recherches de pointe, mais aussi les recherches qui se situent à l'interface de plusieurs domaines. Parler de chimie physique, parler de biochimie, de biophysique, c'est-à-dire que l'Institut de biologie physico-chimique, comme son nom l'indique,
Au final, c'est un institut, on dirait aujourd'hui qu'il est interdisciplinaire. Ce serait anachronique parce que le mot n'était pas utilisé à l'époque, mais bon, si le mot est beaucoup plus récent, interdisciplinarité, ça date des années 60-70, l'ambition, elle, était vraiment très, très présente de rapprocher les disciplines, de faire en sorte qu'elles s'irriguent mutuellement pour permettre le progrès, l'avancée des connaissances. Alors ça, c'est du point de vue scientifique, mais du point de vue de la réflexion et de l'organisation même de cet institut, en fait, on peut en faire une sorte de coup d'essai des grandes expériences nationales qui seront entreprises par la suite. Parce que déjà, l'Institut de biologie physico-chimique, à la différence d'autres institutions, d'autres grandes écoles, va payer ce qu'on commence vraiment à appeler à ce moment-là des chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui sont destinées à temps plein à travailler au progrès, aux avancées de la connaissance, qui n'ont pas d'obligation d'enseignement comme l'ont les universitaires ou les enseignants dans les grandes écoles à ce moment-là. Alors bien sûr, les premiers chercheurs qui relèvent de l'IBPC donnent des cours régulièrement. Jean Perrin, qui en est membre, qui en est un des directeurs, est premier à continuer à enseigner la chimie physique en Sorbonne à ce moment-là. Mais dans l'esprit de Perrin, comme dans l'esprit de ses collègues, il faut absolument que cette nécessité de dispenser un cours ne vienne pas éclipser celle de se retrouver devant sa paillasse pour, comme Perrin d'ailleurs le disait lui-même d'une jolie manière, percer les secrets les plus dissimulés de la nature. Et donc, cet institut qui travaille tout d'abord sur cette montagne Sainte-Geneviève va pousser ses membres, ses pères fondateurs, et Perrin en premier lieu, mais aussi le biologiste André Meyer, à commencer à réfléchir à l'organisation par la suite d'un dispositif national. Parce que finalement, si cet institut fonctionne très bien à un niveau local, à Paris, pourquoi ne pas tenter d'élargir l'expérience à l'ensemble de notre pays? Et c'est là qu'on commence donc à réfléchir à cet élargissement et à agir au plus haut niveau du pouvoir pour atteindre cette politique de la recherche qui est en train de se dessiner à ce moment-là. Alors ça se fait en plusieurs étapes et là on rejoint mon constat liminaire de dire que les années 30 sont vraiment une période de création de la politique de la recherche scientifique. Donc ça passe par plusieurs étapes. Jean Perrin milite tout d'abord pour la création en 1930 d'une caisse nationale des sciences. Alors c'est pas la première fois dans notre pays qu'une telle caisse a été établie. Il existe depuis 1901 une caisse des recherches scientifiques, mais celle-ci a plutôt financé des travaux extrêmement appliqués, notamment liés à l'hygiène publique, surtout. Il existe un sou du laboratoire ou taxe Borel depuis les années 20 qui est prélevé sur les industriels, mais c'est un sou parce que c'était une pièce de 5 centimes sur une taxe d'apprentissage pour financer les laboratoires, mais vraiment une caisse nationale pérenne et destinée à apporter un soutien régulier aux laboratoires. C'est un dispositif nouveau donc que Perrin obtient en 1930. En 1933, à la suite d'une nouvelle mobilisation de la communauté autour de lui et de la signature d'une pétition par un certain nombre, je crois que c'était 8 prix Nobel à cette époque-là, il obtient la création d'un conseil supérieur de la recherche scientifique destiné à conseiller le gouvernement pour l'établissement justement d'une politique de la recherche pérenne, associant non pas un institut, les instituts et les écoles indépendamment les uns des autres, mais vraiment une vision d'ensemble sur la manière de conduire la recherche dans notre pays. Donc ce conseil supérieur est inauguré en 1933 sous la présidence de Jean Perrin. 1935 marque une nouvelle étape puisque, je l'ai dit, il y a plusieurs dispositifs parallèles de financement de la recherche, une ancienne caisse des recherches scientifiques, une nouvelle caisse nationale des sciences, un sou du laboratoire. On décide de regrouper cela en 1935 dans une nouvelle caisse qui viendrait homogénéiser tout cela. C'est la Caisse nationale de la recherche scientifique, la CNRS, c'est pas encore le CNRS à ce moment-là, c'est une CNRS, une caisse nationale, donc qui vient un peu regrouper tous ces modes de financement
que les pouvoirs publics soutiennent avec d'autant plus d'entrain qu'elle a aussi une volonté un petit peu de rentabiliser toutes ces sources de financement, de les homogénéiser, parce que 1935, eh bien, la France commence à être atteinte de manière assez vigoureuse par les suites de la crise de 29, de manière décalée par rapport à un certain nombre d'autres pays, mais de manière assez forte, et donc cette volonté aussi de rationaliser les dépenses en faveur de la recherche apparaît à ce moment-là, et donc on obtient la création de la CNRS. Alors, pour financer cette CNRS, évidemment, les seules ressources précédentes ne suffisent pas, et on décide d'y injecter des fonds. Et Jean Perrin, là, fait un petit peu preuve de roublardise, puisqu'il propose, pour alimenter cette caisse nationale de la recherche scientifique, d'y mettre une partie des financements destinés à la construction d'une ligne de défense que la France est en train d'établir sur nos frontières du nord et de l'est, c'est la ligne Maginot. Et donc on se retrouve avec une partie du financement de la ligne Maginot détournée, entre guillemets, dans cette caisse nationale de la recherche scientifique, qui avait pour destination quand même de soutenir les travaux des jeunes scientifiques les plus prometteurs. Mais Perrin fait une double roublardise, puisqu'il présente aussi au pouvoir public cette caisse nationale comme un moyen aussi d'aider les vieux savants, de leur assurer une retraite, de leur éviter de vivre dans une assez grande indigence au sortir de leurs travaux, ce qui fait qu'on est quand même encore dans la période un peu justement de mise en place d'une politique de la recherche, mais suivant un système D, puisqu'on se retrouve quand même avec une caisse présentée comme un petit peu une caisse de retraite pour vieux savants qui vient en fait financer des projets de jeunes scientifiques prometteurs avec de l'argent qui provient de la construction d'une ligne de défense. Alors évidemment, une toute petite partie de cet argent, la ligne Maginot ayant engouffré une quantité phénoménale d'argent, beaucoup plus que ce qu'on dévie au final vers la recherche scientifique. D'ailleurs, on pourrait imaginer que vu le succès de la ligne Maginot par la suite, on aurait peut-être pu se servir de tout l'argent pour financer la recherche dès ce moment-là, mais évidemment, l'histoire ne s'écrit pas à rebours et il était difficile de l'imaginer à ce moment-là. Donc on est en 1935, ces dispositifs s'établissent et puis survient une puissante accélération l'année suivante. 1936, c'est évidemment la mise en place du Front populaire et l'arrivée au gouvernement de deux personnalités, une dont j'ai déjà beaucoup parlé, une autre dont il faut absolument parler, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay. Alors Jean Zay est nommé au ministère de l'Éducation nationale par Léon Blum, après donc son succès aux législatives de 36, et il appelle à ses côtés, pour la première fois dans notre pays, un sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. C'est la première fois que la recherche dans notre pays entre à ce niveau de responsabilité, c'est-à-dire au sein d'un gouvernement. On n'aurait pas de secrétaire d'État ou de ministre à la recherche avant cette période. D'ailleurs, vous aurez assez peu aussi de ministère de l'Éducation nationale. C'était l'instruction publique jusqu'au Front populaire, à quelques exceptions près, ça devient vraiment l'éducation nationale et une volonté nationale qui émerge à ce moment-là. Alors, Jean Zay, on en a beaucoup parlé récemment. Jean Zay est entré au Panthéon en 2016. Il est entré au Panthéon avec trois autres personnalités que le président de la République, François Hollande, a souhaité y faire entrer. Il est rentré en tant que résistant, mais il est aussi entré, on a eu beaucoup l'occasion de parler de son action tout à fait capitale, visionnaire, phénoménale au ministère de l'Éducation nationale. Jean Zay était aussi quelqu'un de très jeune, il avait 32 ans quand il est devenu, c'est d'ailleurs le plus jeune ministre de la Troisième République et le deuxième plus jeune ministre d'ailleurs de la République, de l'histoire de la République récente. Donc il n'avait pas forcément une connaissance débordante du milieu de la recherche, il n'avait même aucune connaissance du tout, mais il y a une mystérieuse alchimie qui se met en place entre lui et son sous-secrétaire d'État à la recherche et qui fait que cette période, qui est pourtant pas très très longue du Front populaire, en un an et demi, avec en plus des coupures, eh bien elle voit une émulation et des créations en nombre qui
qui se font autour de ces deux personnalités que sont donc Zay et Perrin. Le Front populaire, c'est une période vraiment fascinante, une charnière dans cette histoire de notre politique nationale de la recherche, et il existe un certain nombre d'ouvrages que l'on peut citer, dont on peut conseiller la lecture un petit peu pour se remettre dans le bain de l'époque. Alors il y a des ouvrages, des études elles-mêmes, et je pense par exemple à la thèse de Pascal Horry sur la politique culturelle du Front populaire, mais politique culturelle au sens large, puisqu'elle inclut justement la recherche scientifique. Alors, pourquoi je parle de cet ouvrage en particulier? C'est parce qu'il vient d'être édité chez CNRS Éditions, et c'est vraiment juste formidable à lire, et donc on peut s'y replonger pour avoir davantage de détails encore que tout ce que je pourrais donner aujourd'hui. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait dire une source ou un témoignage de première main. Ce sont les mémoires que Jean Zay a rédigées, a laissées de cette période, et ces mémoires en fait sont vraiment formidables pour voir cette mystérieuse alchimie se mettre en place entre le ministre de l'Éducation nationale qu'il était et son sous-secrétaire d'État à la recherche, Jean Perrin. Alors je parle de Jean Perrin comme son sous-secrétaire d'État à la recherche, et ça pourrait faire bondir peut-être un certain nombre de personnes, et notamment parmi ceux qui pourraient avoir des engagements féministes, et c'est vrai qu'il n'a pas été le premier sous-secrétaire d'État à la recherche, c'était Irène Joliot-Curie qui était la première sous-secrétaire d'État à la recherche de Jean Zay. Simplement, Irène ne s'est pas sentie à l'aise dans son poste, dans son poste de ministre de la recherche de l'époque, et a souhaité très rapidement le quitter, et arrivé en juin, et dès le 1er septembre, elle avait quitté cette fonction pour retourner dans son laboratoire où vraiment elle se plaisait beaucoup plus que sous les ors entre guillemets de la République. Et donc Jean Perrin l'a remplacé au pied levé. C'est vraiment lui qui a le plus marqué cette construction d'une politique de la recherche à cette époque-là. Donc c'est vraiment ces documents, et notamment les mémoires de Jean Zay, Souvenirs et solitude, comme ils ont été intitulés, et que Zay a d'ailleurs pris le temps de rédiger quelques années plus tard dans la geôle où l'État français de Vichy l'avait enfermé, avant de le faire lâchement assassiner par sa milice en juillet 1944, quelques semaines après le débarquement. C'est vraiment là, dans ce document, que l'on trouve énormément d'indications. On trouve des indications sur les grandes réformes qui sont mises en place à ce moment-là. Donc on avait déjà une Caisse nationale de la recherche scientifique, on avait un Conseil supérieur de la recherche scientifique, mais on a aussi un Service national de la recherche qui est établi au ministère de l'Éducation nationale, et on se retrouve finalement avec une recherche qui a désormais une sorte de gouvernement, puisqu'elle a un Parlement, le Conseil supérieur, elle a un budget, une Caisse nationale, et puis elle a une sorte de gouvernement d'exécutif. C'est ce service national qui agit, qui suit les recommandations du Conseil supérieur au sein du ministère, service national qui est dirigé par Henri Laugier, qu'on retrouvera par la suite dans d'autres fonctions. Donc il y a ces instances au niveau national, il y a une croissance assez importante des budgets de la recherche, et d'ailleurs les pages que Jean Zay consacre à cette manière qu'avait Jean Perrin de négocier auprès du ministre des Finances, qui était Vincent Auriol à l'époque, l'augmentation des budgets, sont des pages absolument formidables, parce qu'on voit un Jean Perrin débarquant dans le bureau du ministre du budget qui proposait de lui offrir que 14 millions pour la recherche, alors que lui en voulait 20, et on le voit décrit en train de le prendre par le bras, de le bousculer, de ne pas lui laisser placer une seule parole, pour au final obtenir 22 millions d'un ministre qui n'en peut plus de ce savant qui occupe tout l'espace. Donc cette organisation et ces moyens renouvelés, ils permettent notamment de mettre en place de nouveaux laboratoires qui se rapproche de l'expérience aussi entreprise à l'IBPC. Cette expérience interdisciplinaire, même si encore une fois le mot n'existe pas. Je pense par exemple aux premières créations que sont dans le domaine de l'astrophysique, l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est créé sur le périmètre, à proximité en tout cas de l'Observatoire de Paris, pour rapprocher deux disciplines, l'astronomie et la physique, et donc pour permettre le progrès, l'avancée des connaissances dans ce domaine.
ou dans un domaine qui m'est plus proche en tant qu'historien, mais puisqu'il relève de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et sociales, les SHS, l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, dirigé par Félix Gras, à Paris également, et qui a pour objectif de collecter tous les manuscrits anciens et de les étudier. L'IRHT et l'IAP d'ailleurs sont deux laboratoires qui relèvent soit en totalité, soit en partie ou en partenariat avec le CNRS, qui existe aujourd'hui encore à Paris ou à cheval entre Paris et Orléans. Donc ce sont deux exemples, mais il y a beaucoup d'autres créations qui se font à cette époque-là, pendant cette période assez capitale du Front populaire. Alors le Front populaire chute l'année suivante, en 1937, ça n'empêche pas Jean Zay de rester au ministère de l'Éducation nationale, ministère qu'il occupera jusqu'en septembre 1939, et donc ce qui lui permet de prolonger cette politique en faveur de la recherche qu'il avait entreprise avec Jean Perrin. Le poste de sous-secrétaire d'État à la recherche, lui, n'est pas maintenu dans les gouvernements suivants. Il n'empêche que Jean Perrin reste très près de Jean Zay, reste à la présidence du Conseil supérieur de la recherche, et donc continue à agir publiquement en faveur de la recherche dans notre pays. Alors quand je dis Jean Zay reste en fonction jusqu'en septembre 1939, évidemment ça nous renvoie à une nouvelle période un petit peu, voire pas qu'un petit peu, mais tout à fait troublé dans l'histoire de notre pays. Ce sont les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a cette impression que peut-être l'histoire se répète, pas toujours du meilleur goût, mais on estime en septembre 1939, une nouvelle fois, que les laboratoires français ne sont pas aussi bien mobilisés que ce qu'on pourrait vouloir au début d'un conflit tel que celui qui s'annonce, et qui s'annonce comme un conflit total. Il suffit de voir le comportement du Reich vis-à-vis de ses voisins, et on sait dès septembre 39 vis-à-vis de la Pologne notamment, on voit la guerre totale qui se prépare et la nécessité de mobiliser toutes les ressources, dont les laboratoires. D'autant plus que la mobilisation entre guillemets des laboratoires en Allemagne est très ancienne. J'avais cité la guerre de 1870, mais il y a des institutions aussi qui ont été créées en Allemagne de manière déjà assez lointaine, comme le Kaiser Wilhelm Gesellschaft, devenu la Max Planck après 1945, mais qui date lui de 1911. Donc on a ce sentiment sans doute en grande partie justifié que l'Allemagne est mieux préparée scientifiquement parlant, et puis militairement aussi, et ça la suite des événements le révélera, pour faire face à un conflit. Et donc en France, on commence à réfléchir à la création d'un grand établissement national qui permettrait de coordonner l'ensemble de la recherche scientifique. Alors cet établissement, il est créé en deux temps. Tout d'abord sous le nom d'un Centre national de la recherche scientifique appliquée, un CNRSA, qui reprend notamment les missions et les laboratoires de l'Office national des inventions que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, à partir du 19 octobre 1939, c'est le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, tel qu'on le connaît aujourd'hui encore, avec des missions, un décret fondateur, qui renvoie encore pour beaucoup à des missions, à des réflexions actuelles. Donc c'est vraiment un organisme qui est créé dans la pérennité. Ce qui fait d'ailleurs, ce qui nécessite d'apporter une nuance, c'est que parfois on peut entendre que le CNRS a été créé pour la guerre et pour la mobilisation des laboratoires. Ce n'est qu'une de ces nombreuses missions à l'époque. Le CNRS a surtout été créé pour l'organisation de la recherche dans notre pays, et en effet, créé le 19 octobre 1939, il ne pouvait pas avoir d'autre mission que celle aussi de prévoir la mobilisation des savants. D'ailleurs, un journaliste de l'époque, dans une dépêche, là je ne sais plus de quel journal il s'agit, mais disait que la création du CNRS revenait à la mobilisation d'un bataillon supplémentaire dans l'armée française. Donc 19 octobre 39, c'est vraiment une date qui compte dans la construction de cette politique de la recherche dans le pays, avec la mise en place d'un vrai établissement national ambitieux dans le paysage scientifique. Les deux pères fondateurs du CNRS,
c'est évidemment Jean Zay et Jean Perrin, puisque cet établissement marque vraiment l'aboutissement de leur réflexion et de leurs actions depuis le Front populaire, depuis 3 ans, depuis 1936. Simplement, ce n'est pas Jean Zay qui signe le décret de création du CNRS, c'est son successeur Yvon Delbos. Non que Jean Zay ait été renvoyé du ministère de l'Éducation nationale, mais Jean Zay a décidé d'en démissionner au moment de la déclaration de la guerre pour enfiler l'uniforme et aller servir sous le drapeau. Quand on dit que c'est une personnalité considérable et courageuse, on en a là une preuve encore supplémentaire. Donc ce CNRS se met en place en octobre 1939 et c'est une nouvelle période, un nouveau temps fort dans l'organisation de la recherche dans notre pays qui débute à ce moment-là. Alors qui débute tout d'abord dans le malheur, on va dire, puisque passé les 7 mois que le CNRS a pu consacrer à la mobilisation des laboratoires français, on connaît évidemment la suite, hein, c'est la débâcle, la défaite, l'exode, l'occupation du pays, et ce nouvel établissement va tenter pendant les 4 et quelques années d'occupation de sauver ce qui peut l'être du potentiel scientifique français. Alors là je donne une vision un peu rapide, c'est les débats, les réflexions et les décisions qui ont été prises à l'époque au sein du CNRS sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus nécessaires à analyser que ce que je dis un petit peu rapidement, hein, notamment et ne serait-ce que parce que Vichy a nommé à la tête de l'établissement du CNRS un nouveau directeur qui correspondait tout à fait à l'idéologie que défendait l'État français et qui notamment s'est montré profondément antisémite. Donc le CNRS a, comme toutes les autres administrations, appliqué les lois anti-juives, et donc il y a à la fois un certain nombre de tragédies qui surviennent au sein de l'établissement, beaucoup d'actes héroïques également qui surviennent, et puis une grande majorité des laboratoires qui, comme une grande partie de la population, tentent de passer tant bien que mal l'épreuve de la guerre. Donc c'est vraiment une période de rupture, et cet établissement dont on a pu dire éventuellement pendant le conflit qu'il a pu être menacé, que Vichy, et ça c'est bien vrai, ne plaçait pas la recherche scientifique comme une priorité, Vichy pouvait en souhaiter la disparition, il n'empêche qu'il traverse le conflit, et en 1944 il voit arriver à sa tête de nouvelles personnalités qui avaient été associées déjà au projet d'avant-guerre de Jean Perrin et qui nourrissent une véritable ambition pour la recherche scientifique. C'est notamment le premier directeur du CNRS en septembre 44, même fin août 44, au moment de l'insurrection de Paris, c'est Frédéric Joliot-Curie qui arrive à la tête de l'établissement et qui lui pense au CNRS, mais pense en fait à la recherche française en général et à la nécessité de reconstruire cette recherche qui pendant 4 années a non seulement vu ses instruments, son matériel pillé, ses personnels menacés, et parfois menacés dans leur vie elle-même, hein, puisque encore une fois le personnel juif a été écarté et parfois assassiné, et puis un établissement aussi qui a été coupé pendant 4 longues années des avancées scientifiques qui sont survenues un peu partout ailleurs et notamment dans les pays anglo-saxons. Donc cet établissement doit contribuer à redresser cette recherche française isolée, meurtrie, comme au même moment d'autres établissements de recherche qui voient le jour, hein. C'est un peu le propre d'ailleurs du dispositif scientifique français, c'est-à-dire que le CNRS a été créé parce qu'on estimait que la recherche dans les universités n'avait jamais été satisfaisante. Donc plutôt que de tenter de réformer la recherche et l'université de manière générale, on a créé cet établissement de recherche comme on va en créer de nouveaux à la Libération. Je pense par exemple au commissariat à l'énergie atomique, à l'Institut national de recherche agronomique. Donc il y a un certain nombre d'établissements qui s'installent donc dans le paysage scientifique français à ce moment-là, à la Libération. La Libération, c'est une période clé, elle aussi, puisque il existe désormais un grand nombre d'institutions de recherche, plus ou moins récentes, plus ou moins anciennes. La dernière créée donc avant-guerre, c'était le CNRS, les nouvelles, je l'ai dit, le CEA, l'INRA et d'autres encore, et d'autres arriveront encore par la suite. Il y a eu des créations aussi sous Vichy, hein, qui vont continuer à vivre et qui vont être réformées. Je pense par exemple à l'Institut national d'hygiène, qui deviendra
deviendra l'INSERM dans les années 60, mais en même temps que ces établissements naissent, évoluent, se développent, l'université que l'on avait souvent comblée de tous les maux pour les périodes précédentes fait aussi sa révolution et devient à partir de 45 et plus encore à partir des années 50 un véritable acteur dans la recherche scientifique, ce qui fait que ça va poser la question des relations entre ces établissements, entre ces grandes écoles, entre la recherche universitaire. Et évidemment, ce sont des questions qui ne vont pas se résoudre d'un claquement de doigts. Ce sont des relations qui continuent d'ailleurs aujourd'hui encore à nous occuper, au point que si on voulait vraiment dérouler l'ensemble de l'histoire de la politique de la recherche pour toutes les périodes, la période plus récente de l'après 45, cela nous amènerait à parler pendant plusieurs heures. Ce que je propose plutôt, c'est de faire quelques sauts dans le temps qui montrent des périodes où on retrouve une nouvelle mobilisation autour de la recherche dans notre pays, telle qu'on a pu par exemple la vivre sous le Front populaire avant-guerre. Alors, c'est vraiment plus du tout un exposé exhaustif là qu'on pourrait donner, mais en effet quelques pistes, quelques moments d'émulation que l'on peut donc, outre cette libération et la reconstruction du potentiel scientifique français, il y a un moment fort, le premier moment fort, c'est au milieu des années 50, c'est la politique scientifique telle qu'elle est conduite et telle qu'elle est inspirée par Pierre Mendès France. Pierre Mendès France à la fois au pouvoir, puisqu'il recrée un conseil supérieur de la recherche, il désigne à nouveau des personnalités qui seraient à même de vraiment de relancer une dynamique forte autour du développement de la recherche dans notre pays, mais Mendès France aussi, après son départ du pouvoir, et il y a eu un temps fort, notamment dans l'histoire récente, c'est celui du colloque de Caen, dont on a d'ailleurs fêté en 2016, à Caen même, et en présence du président de la République François Hollande, le 60e anniversaire, parce que le colloque de Caen, c'est un épisode vraiment fondateur aussi dans la définition d'une politique de la recherche dans notre pays, à la fois du point de vue des établissements, mais même pas tant que ça, c'est davantage justement, ça marque le retour de la recherche universitaire dans le paysage scientifique français, et vraiment Caen, d'ailleurs c'est accueilli par une université reconstruite, rénovée, de Caen, après la libération, on vient de la réinaugurer dans ces nouveaux bâtiments, donc le retour de la recherche universitaire et une vraie politique ambitieuse pour son développement, son essor, son financement, le recrutement en faveur des étudiants aussi, pour les encourager à aller plus loin et à entreprendre des carrières scientifiques. Simplement, au moment de Caen, Pierre Mendès France, qui patronne ce colloque, n'est plus au pouvoir, ne rencontre pas le soutien immédiat des pouvoirs publics. On est quand même dans une période, à la fin des années 50, la deuxième moitié des années 50, où la 4e République est plutôt un régime instable, et d'ailleurs Mendès France vient d'en faire lui-même les frais. Simplement, on définit à Caen, et après Caen aussi, un véritable canevas d'action en faveur de la recherche qui sera repris très largement à partir de 1958, et c'est un deuxième temps fort, cette fois-ci beaucoup plus pérenne dans l'histoire de notre recherche nationale récente, c'est évidemment la période gaullienne. Donc le général de Gaulle est rappelé au pouvoir en 1958, et on s'aperçoit très vite qu'il nourrit, en s'appuyant justement sur ces recommandations de Caen et sur les personnalités qui les ont portées, qu'il nourrit une véritable ambition pour le développement de la recherche dans notre pays. Alors c'est pas une ambition qui pourrait être liée à une passion pour la recherche scientifique, sauf peut-être pour certains domaines de la recherche scientifique. Et évidemment, la possibilité de doter notre pays de l'arme atomique, ça compte aussi dans ce choix de soutien à la recherche scientifique, mais finalement c'est une action aussi qui est liée tout simplement au fondement même du gaullisme. Finalement, la recherche scientifique
scientifique, c'est aussi un des moyens d'assurer la grandeur de la France, le prestige de la France, le rayonnement de la France. Et évidemment, De Gaulle ne plaisante pas beaucoup avec ces notions-là. Et il va donc inaugurer une politique très forte de soutien, de développement des laboratoires, à la fois universitaires, à la fois des établissements de recherche. Alors, j'ai pas travaillé sur les budgets de tous les établissements de recherche, mais pour vous faire une idée, celui du CNRS entre 1958 et 1960 double en 2 ans. Un budget d'un grand établissement qui était déjà assez développé à la fin des années 50, donc doubler en 2 ans, c'est quelque chose d'assez formidable. On n'a plus revu ça depuis, hélas, on pourrait peut-être le dire, mais encore que ça serait vraiment considérable aujourd'hui de doubler d'un trait de plume le budget du CNRS. Et puis il connaît une progression annuelle moyenne ensuite jusqu'à la fin des années 60 de 25%. Tous les ans, une croissance de 25%, effet de l'inflation prise en compte. Donc c'est une vraie ambition pour le développement de la recherche dans notre pays, avec, outre les budgets, on retrouve aussi les réflexions précédentes, aussi une volonté d'agir au plus haut niveau du pouvoir pour mettre en place des instances qui seraient à même d'assurer ce développement, de piloter la recherche, de l'accompagner, de la soutenir. Il y a un comité interministériel de la recherche scientifique et technique qui est mis en place, qui est présidé par le Premier ministre. Il y a un conseil consultatif de la recherche scientifique et technique qui est composé d'une douzaine de scientifiques qui sont là pour conseiller le pouvoir dans l'établissement de sa politique de recherche. On les appelle d'ailleurs assez vite les 12 sages que l'Élysée reçoit 2 fois par an pour rendre compte des résultats, proposer les choses à faire par la suite. D'ailleurs, il y a un certain nombre de témoignages qui ont été recueillis dans un volume piloté par Alain Chatriot et Vincent Duclerc, où on retrouve un petit peu cette émulation qui se fait à l'époque, justement, entre Pierre Mendès France et De Gaulle. De Gaulle qui peut reprendre ce flambeau et surtout le porter longtemps, tout au long de les 10 années qu'il a eu, où il a eu les rênes du pays. Donc on a un vrai et puissant essor de la recherche dans notre pays à ce moment-là. Certains parlent même d'âge d'or. Alors il faut toujours nuancer ces considérations, ces images un petit peu d'Épinal, mais il n'empêche que tous les témoignages concordent sur l'élan qui était donné à ce moment-là. Et donc si je continue mes sauts de puce dans le temps, cette fois-ci très rapide, il y aurait 1 milliard d'autres choses à dire, mais disons on peut encore faire un dernier bond pour la période, disons la plus récente, mais les années les plus proches de nous, on va les laisser sous silence parce que ça impliquerait une dizaine d'autres interventions. En fait, le dernier sursaut encore vient au début des années 80, pour ne pas être soupçonné de gaullisme enragé. Il faut aussi donner un grand coup de lumière sur l'action qui a été menée par François Mitterrand et par son gouvernement immédiatement après son élection en 81, puisqu'il y a eu vraiment une nouvelle dynamique qui a été impulsée à ce moment-là, avec quelque chose à la fois de nouveau, mais qui reprend aussi le précédent de Caen. C'est une grande consultation de la communauté scientifique elle-même, au travers des assises, des grandes assises de la recherche qui sont organisé à travers tout le pays en 81 et jusqu'au début 82, puis un colloque national qui se tient à Paris en janvier 82 qui fait la synthèse de toutes les recommandations qui remontent des régions à ce moment-là, et surtout un acte un petit peu fondateur et fort dans cette politique nationale récente, c'est le vote de la loi d'orientation et de programmation de la recherche de juillet 82, avec un ensemble de recommandations, mais aussi un ensemble de nouveaux moyens qui sont mis à la disposition de la communauté et qui vont vraiment porter la recherche pendant un certain nombre d'années, et y compris des dispositions sur lesquelles on continue de vivre aujourd'hui en termes de programmation scientifique. Mais quand je dis programmation, c'est pas une programmation rigide, mais aussi d'incitation à travailler dans certains sens, mais aussi en termes de statut même des personnels. C'est dans la foulée de la loi d'orientation, dans les années suivantes, les personnels des établissements scientifiques deviennent des fonctionnaires
des agents de la fonction publique, et c'est une situation qui perdure aujourd'hui encore, comme encore une fois dans bien d'autres dispositions de la loi d'orientation et de programmation de la recherche. Alors, on continue en effet à vivre sur un certain nombre d'acquis de cette période récente. Beaucoup d'autres choses ont bougé, mais ce dont on peut se rendre compte, c'est que très souvent, des débats qui nous animent aujourd'hui sur l'évolution de la recherche, son organisation, sa programmation, son financement, en creusant un petit peu dans l'histoire, on s'aperçoit que on réinvente parfois l'eau tiède, et des questions qu'on peut se poser et qu'on imagine parfaitement révolutionnaires pour l'avenir de la recherche, eh bien certains se les sont posés parfois depuis bien longtemps. Ça peut être une ouverture justement sur les réflexions qui sont menées actuellement, c'est de creuser un petit peu dans l'histoire de la recherche récente et de voir la manière dont ces débats ont été appréhendés au fil des périodes. Je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, le mouvement du côté des universités va dans le sens d'une volonté de créer de grandes universités, de visibilité internationale, en regroupant les pôles universitaires. Eh bien, il faut savoir que la première fois où cette proposition a été faite, eh bien, c'était dans les années 1890, où on souhaitait créer quelques grands pôles universitaires, 8 ou 10, qui assuraient à la France une visibilité internationale. Et quand on reprend les textes de ces années 1890-1900, belle époque, on s'aperçoit que finalement le débat est souvent posé dans des termes qui ne sembleraient pas du tout loin de ceux qu'on utilise aujourd'hui, et des oppositions d'ailleurs qu'on retrouve aujourd'hui encore. Jaurès, par exemple, s'était opposé dans ces années-là à cette évolution vers un petit nombre d'universités, mais grandes et de grande visibilité, tout simplement en disant qu'une université qui maillait l'ensemble du territoire, d'un ensemble de petites universités, servait aussi à la formation des citoyens, n'avait pas qu'un but scientifique, et donc il ne fallait pas prévoir de regrouper toutes ces universités dans des grands ensembles. Au final, cette politique nationale de la recherche scientifique qu'on a parcourue évidemment beaucoup trop vite aujourd'hui, sur laquelle il y aura encore 1 milliard de choses à dire. Et d'ailleurs, que l'on connaît bien pour certaines périodes, mais d'autres restent quand même plutôt dans l'ombre, et il importe de continuer à travailler dessus. Donc au final, cette histoire de la politique, elle a encore beaucoup d'enseignements à nous apporter, tant du point de vue de la définition de notre politique de recherche pour aujourd'hui et pour demain, mais aussi du point de vue de l'évolution même de notre pays, puisqu'on a vu rapidement une fois encore, mais à toutes les époques, c'est pas une tour d'ivoire, ce n'est pas un précaré dans lequel elle se définit, cette politique de la recherche, mais elle est toujours extrêmement liée aux enjeux politiques, nationaux, internationaux, citoyens, à toutes les questions en fait qui sont liées à l'histoire même générale de notre pays.